La neurodiversité, c'est ne pas être dans la norme. Il y a beaucoup de 10, il y a beaucoup plus de 10 que la seule dyslexie. C'est un véritable parcours du combattant. Le travail que fournissent ces enfants pour arriver à se conformer à un système scolaire qui ne leur convient pas, c'est comme si vous faites du 38 et on vous demande de mettre des chaussures de 32. Et le gamin un jour me dit mais maman, que je suis fou. Je regarde, je dis mon chéri, mais non, t'es pas fou. Le fait de pas être dans la norme, ça les oblige à créer leur voie. C'est un exemple pour dire aux parents, votre enfant, ne lui demandez pas d'être ce qu'il n'est pas. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, je suis ravie de vous accueillir au micro des engagés. Je vais vous présenter en quelques minutes. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à l'Express, et puis touché par un cancer du sein, vous avez quitté le journal et fondé en 2011 le magazine Rose Magazine et une association, vous allez nous expliquer. C'est un magazine gratuit destiné aux malades de cancer, aux femmes malades de cancer. Et aujourd'hui, alors que vous avez des enfants neuroatypiques, on va aussi revenir sur ce que sont les neuroatypiques, vous avez lancé l'an dernier le magazine et le site internet Zèbre et compagnie à destination des familles touchées par le trouble de la neurodiversité. Alors j'ai une première question, Céline. C'est quoi un zèbre ? C'est une personne neuroatypique. Alors qu'est-ce que la neuroatypie? Je vais faire du monsieur Jourdain, c'est celui qui n'est pas atypique évidemment. Donc il y a beaucoup de neuroatypiques qui font de la neuroatypie sans le savoir. Le monde de la neurodiversité, englobe plein d'idées. La première, c'est tous les gens qui ont des TND, des troubles du neurodéveloppement. Et les TND, la définition est extrêmement encadrée. C'est-à-dire que ce sont les gens qui ont des troubles dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie. Il y a beaucoup de 10. Il y a beaucoup plus de 10 que la seule dyslexie. Les gens qui ont un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, et les personnes qui sont autistes. Donc la définition, on va dire médicale, c'est ce qu'on appelle les TND, troubles du neurodéveloppement. Et par ailleurs, dans la neurodiversité, c'est ne pas être dans la norme. Donc les TND en font partie. Les personnes à haut potentiel intellectuel, qu'on appelle HPI, alors je sais que le terme est très décrié, mais qui ont un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, en tout cas en dessous de 145, font aussi partie de cette neurodiversité. Et en fait, j'aime bien dire qu'on est le magazine de la neurodiversité, et c'est pour ça que j'ai pris ce vocable de zèbre plutôt que dyslexie magazine ou TDA magazine, etc. Parce que je pense que finalement, être atypique par rapport à une norme pose la question de la norme. Et finalement, quand on voit le nombre de neuroatypiques, sans compter les HPI qui sont une autre chose, mais les personnes qui ont des TND, on parle de 12% de la population. 12% de la population, c'est des millions de personnes en France. Et si 12% de la population n'est pas dans la norme, on peut légitimement se poser des questions sur la norme n'est-elle pas un petit poil étriquée. Voilà. Donc l'idée de ce zèbre est de faire quelque chose assez large, ce qu'on me reproche souvent. Mais la réalité, c'est de se dire qu'on va essayer de parler de cette différence de tous ces gens, parce que finalement, que vous ayez un TDAH, une dyslexie ou que vous soyez autiste, la réalité, c'est que dans la vie quotidienne, vous vous retrouvez en proie à des problématiques qui sont finalement assez communes. Le numéro 1, on a fait une grosse enquête sur le harcèlement à l'école. En fait, les enfants neuroatypiques sont énormément plus harcelés que les autres, qu'ils soient 10, autistes ou TDA. Ça change pas grand-chose. En fait, les enfants qui aiment la norme détestent les enfants qui ne sont pas dans la norme. Donc on s'est rendu compte que ce phénomène dépassait de loin chaque neuroatypie pour toucher à quelque chose de beaucoup plus large. Et une fois de plus, on parle de 12% de la population. Alors pour revenir sur votre parcours, vous-même vous avez des enfants qui sont neuroatypiques. Oui. Comment est-ce qu'on le découvre ? Comment est-ce que vous l'avez découvert ? Et comment on trouve sa place en tant que maman pour ses enfants ? Alors c'est un véritable parcours du combattant. Le problème, c'est le diagnostic. Quand votre enfant est neuroatypique, finalement, c'est votre enfant, donc vous ne vous en rendez pas compte avant l'arrivée à l'école en général. Parce qu'il est dans le cocon familial et finalement, le cocon familial a une telle plasticité et s'organise autour de l'enfant. Finalement, vous dites, bon, voilà, il est un peu énervé, il est un peu... Voilà. Puis c'est au moment où il arrive à l'école, il y a une injonction à se soumettre à une norme, que vous vous rendez compte que l'enfant, il a du mal à y tenir dans cette norme. Donc au début, il fait beaucoup d'efforts et vous aussi, autant que parent, vous faites des efforts pour lui dire non, mais fais un effort, franchement, tu t'es levé 3 fois pendant le cours, c'est pas possible. Non, tu te disputes avec ta petite voisine, c'est pas bien, mon chéri. Bon. Puis au bout d'un moment, vous voyez que toutes ces injonctions les contraignent. Et les enfants, alors ça dépend des personnalités des enfants, mais pour peu qu'ils soient gentils et bien élevés, ce qui était le cas des miens, ils se soumettent aux injonctions pour faire plaisir au professeur, pour faire plaisir à la maman. Et puis un jour, vous vous rendez compte que tout ce qu'ils se forcent à faire leur coûte beaucoup trop.
et beaucoup trop par rapport à ce que font les autres enfants. Et c'est là où vous vous dites: «Mais si mon enfant est épuisé tous les soirs quand il revient de l'école et s'écroule à 6 heures dans son lit et se met à ronfler non-stop pendant jusqu'au lendemain matin, sans même manger, parce que l'effort qu'il a fait pour rester, à l'école, dans les normes qu'on lui a laissées est énorme», c'est peut-être qu'il y a un problème. Et là se pose la question du diagnostic. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, le diagnostic, la lenteur, la complexité des diagnostics. Alors si les dyslexiques, aujourd'hui, c'est quand même, un trouble très connu depuis, maintenant bientôt 40 ans, donc la dyslexie, elle se repère assez vite. Je ne dis pas qu'elle se diagnostique facilement parce qu'il y a pas beaucoup de spécialistes aussi, et quand il s'agit de faire de la rééducation, c'est, quasiment impossible d'avoir une place un mercredi après-midi. Les mamans qui nous écoutent le sauront. Mais en revanche, pour le TDAH, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le diagnostic n'est pas un diagnostic qui se fait sur un coin de table. Il y a des équipes, en fait, qui se mettent autour de l'enfant, avec, un psychothérapeute, avec un neuropsychiatre, avec des ergothérapeutes, toute une équipe pour voir quelle est la problématique réelle de l'enfant. Il ne s'agit pas d'enfermer un enfant dans un tiroir en disant: «Tu es ci ou tu es ça». Il s'agit de se dire: «Voilà, cet enfant a une problématique, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer et pour l'aider à mieux gérer sa problématique?» Peu importe qu'il soit autiste, TDAH, ou multidys. L'important, c'est la souffrance de l'enfant, que l'enfant soit au centre de notre attention. Et une fois qu'on a ce diagnostic, ensuite, il faut convaincre l'école. Parce qu'on entend quand même encore beaucoup des enseignants qui vous expliquent: «Oui, enfin les TDAH, nombre de gamins, qui sont juste mal élevés». Alors je trouve ça formidable parce que le TDAH c'est pas du tout une mode. C'est notoirement sous, diagnostiqué en France puisqu'on a 6 à 8 de la population qui a TDAH. On est loin d'avoir un diagnostic. Quand je dis 6 à 8 ce sont des chiffres mondiaux. Il y a pas de raison qu'il y ait moins de TDAH en France que dans les autres pays. Moi qui suis maman d'un jeune homme, qui a un TDAH, je peux vous assurer que la volonté, le travail que fournissent ces enfants pour arriver à se conformer à un système scolaire qui ne leur convient pas, c'est comme si vous faites du 38 et on vous demande de mettre des chaussures de 32. Mais une fois vous le faites, ça vous fait mal aux pieds. 2 fois vous le faites, ça vous fait mal aux pieds. Au bout d'un mois, vous commencez à avoir les pieds en sang. Et c'est ça qu'on fait à nos enfants. Un enfant avec un TDAH ne peut pas se concentrer 50 minutes. Parce que ce qui est très coûteux en termes d'attention pour ces enfants-là, l'est aussi pour les autres enfants. Puis, entre nous soit dit, enfin, quel adulte est capable de se concentrer vraiment 50 minutes? Moi, à titre personnel, j'ai du mal, hein, enfin, j'écris, puis au bout de 20 minutes, je me lève, je me fais mon petit café, je me dégourdis les jambes, je me remets à mon ordinateur et je finis mon article. Mais en fait, on n'est pas vraiment très nombreux à être capables de se se concentrer ce nombre d'heures. Et donc, quand on entend ces trucs autour de la mode, moi, en tant que mère, ça me fait rire parce que ce que je décris, enfin, ce que j'entends d'implicite dans ce que ça dit, c'est toujours un jugement moral. On est très fort pour ça en France. Quand on ne comprend pas médicalement, on juge moralement. Donc, ces trucs de mode ou d'enfant mal élevé, il y a une mère mal élevante. Donc, quelque part, si votre enfant est comme ça, c'est que vous, parents, vous êtes responsables, coupables, de la mauvaise éducation Donc de votre c'est enfant. extrêmement culpabilisant. C'est culpabilisant, mais en fait, dans tous les TND, c'est assez fascinant. Alors, non, pas la dyslexie, c'est un peu différent. Mais en tout cas, dans l'autisme et dans le TDAH, les injonctions faites aux mères sont absolument incroyables. On se sort à peine en France de 30 ans de psychiatrie psychanalysante autour de l'autisme, où on expliquait à des mères, et je peux en parler parce que j'ai des amis à qui c'est arrivé, qui ont donc mon âge, c'est-à-dire 50 ans, je ne vous parle pas de l'après-guerre, à qui on expliquait que leur enfant était autiste parce qu'elles étaient des mères frigidaires, parce qu'elles étaient trop, qu'elles étaient pas assez. De toute façon, c'est toujours la faute des mères, je vais vous dire. La faim dans le monde, le trou dans la couche d'ozone, c'est la faute des mères. Donc, dès qu'il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant et qui est de l'ordre de l'éducation fantasmée de l'enfant, puisque là, c'est médical, c'est pas l'éducation, en fait, c'est la mère qui est coupable. Et d'ailleurs, dans ZEB, on a fait un sujet qui était la faute des mères, basta, parce que en matière d'autisme, l'autisme, il y a des gènes de l'autisme. Donc, c'est pas parce qu'une mère a été comme ci ou comme ça que son gamin est autiste et pas. L'autisme, n'est pas une maladie, c'est une manière d'être. On est autiste ou on l'est pas, comme on est blond ou on est brun, voilà. Et par ailleurs, l'autisme n'est pas du tout la conséquence d'une faillite éducationnelle. C'est faux. Vous-même, combien de temps avez-vous mis pour, avant d'avoir un diagnostic pour votre enfant? Écoutez, ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an et c'est là où vraiment l'idée de zèbre, a germé dans mon esprit. Donc votre enfant avec quel âge? Il avait 8 ans. Mon fils est TDA et dyslexique.
et a un TDAH et il est dyslexique. Parce qu'il ne se limite pas, il ne se résume pas à son TDAH. J'ai eu le parcours paradoxalement extrêmement compliqué de quelqu'un qui est parisien et qui a donc, en tant que journaliste, beaucoup de réseau médical, hein, puis ma vie d'avant c'était Rose, donc qui était dans le cancer, mais j'ai un bon réseau médical et je suis allée de psychothéra machin, orthophonème truc, en passant par ergo, machin. Bon, un spécialiste m'envoyait un autre spécialiste, qui m'envoyait un autre spécialiste. On y passait le mercredi, j'y laissé au moins 2 SMIC de ma poche et le gamin un jour me dit: «Mais maman», c'est très intelligent mon fils, il me dit: «Mais maman, est-ce que je suis fou?» Je regarde, je dis: «Mon chéri, mais non, tu es pas fou». Bah, parce qu'on va voir un psy, différent tous les mercredis, donc quelque part, je dois être fou. Je me suis arrêtée, je me dis: «C'est toi qui es folle. Alors tu imposes à cet enfant de faire la tournée des grands-ducs». Mon fils me disait: «On va voir un psychopathe aujourd'hui». Et finalement, je me suis dit: «En fait, tu es pas plus avancé, tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as fait perdre beaucoup de temps et d'estime de soi à ton gamin qui voit qu'il va d'un psy à l'autre et voilà». Et vous-même, vous étiez épuisée de Oui, ce alors parcours. Oui. c'est épuisant, mais rien à côté de l'épuisement du gamin. Et j'ai de la chance d'avoir une amie qui était, la déléguée interministérielle à l'autisme à l'époque, qui me dit: «Arrête tes bêtises, le professeur Delorme à l'hôpital Robert Debré est vraiment en pointe en Europe. Il prend ton enfant le matin et repart le soir. Tu vois tous les médecins qui doivent se pencher sur le cas de ton fils et donc il y a 5 médecins autour de la table qui voient l'enfant dans la journée sur des problématiques différentes, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychothérapie, etc. Et le soir, tu as ton diagnostic. Mais qui a comme amie la déléguée interministérielle à l'autisme? Entendre ça, c'est une chance. Ça nous a fait gagner 1 an d'errance médicale. Je prends rendez-vous à Robert Debré. Mon fils est reçu, passe la journée avec l'équipe, et le soir, le professeur Delhomme nous reçoit et nous dit: «Bon voilà», il parle à Ulysse, il ne me parle pas à moi. Et il dit à Ulysse, qui avait 9 ans à l'époque: «Écoute Ulysse, je voulais te dire, t'es un petit héros». Et là, ce gamin à qui on expliquait à l'école qu'il était nul, qu'il n'en foutait pas une rame, que c'était la honte de la famille. En plus, c'est le cadet de la famille et j'ai un aîné qui est très brillant. Donc, c'est le petit qui se levait le matin et me disait: «Maman, je sais que tu as honte de moi». Mais vous avez envie de pleurer quand vous êtes une maman et que vous vous rendez compte que cet enfant, il est très intelligent. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème d'inadéquation. Et donc, le professeur Delors me dit à mon fils: «Ulysse, t'es un petit héros». Et là, je vois le gamin qui se redresse comme ça, il reprend son souffle. Et moi aussi, parce que c'est la première fois depuis 1 an que j'entendais pas que j'étais une mère défaillante, parce que bien évidemment, c'était ma faute s'il avait un TDAH, mon fils. Et ensuite, il dit à mon fils: «Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Et mon fils lui répond: «Bah, je veux être chef». Il a toujours voulu être chef et d'ailleurs aujourd'hui il fait Ferrandi, qui est une grande école de cuisine. Mmh. Et donc le professeur Delorme lui dit: «Mais tu sais, Ulysse, en fait, il y a plein de grands chefs que je connais qui ont des étoiles Michelin. Il y en a beaucoup qui ont un TDAH justement, parce que». Alors le gamin il s'arrête net. Les yeux brillent. C'est la première fois qu'on lui dit, 1, ce qu'il a, 2, que c'est un 2 héros, et et que c'est une 3, force. qu'il va arriver à faire alors une fois, je sais pas, mais qu'il va arriver à en faire quelque chose dans la vie. Et alors, moi qui pose la question, je suis pas très bonne en cuisine, alors je lui dis: «Mais pourquoi?» Il me dit: «En fait, être en cuisine, c'est un engagement de chaque soir, un engagement chaque jour recommencer. C'est physique, c'est difficile et chaque jour, il faut recommencer. Vous recommencez à 0. Vous pouvez être excellent pendant 15 jours. Si le jour où l'inspecteur Michelin passe, votre second, il est malade, vous faites un truc pas bon, vous perdez votre étoile. Enfin, il faut avoir un certain goût de l'aléa, hein, pour faire ce genre de métier». Et le professeur Delorme me dit: «Vous savez, vous et moi, en fait, on y laisserait être chef, on y laisserait la santé physique et mentale». Je confirme, hein, depuis je l'ai vu faire des stages dans des grandes cuisines, mon fils, mais j'y passerai pas 2 jours, hein, pourtant je suis une grosse bosseuse. Mais ça correspond à leur manière de voir la vie, c'est-à-dire un engagement, quelque chose sinon de l'engagement physique, intellectuel, voilà. Et en fait, c'est en sortant de ce rendez-vous, où mon fils déjà se tenait droit, ce qui était déjà un bonheur en soi, je me suis dit: «En fait, depuis 1 an, je suis moi-même victime de mes œillères». De bonne élève, de première de la classe, de voilà. Et je me suis dit: «En fait, je n'ai pas vu que la problématique, c'était que toutes les qualités qu'a mon fils, parce qu'il a des qualités qui sont immenses, je n'ai pas su les valoriser et j'ai été extrêmement dominée par, la vulgate scolaire qui veut qu'on soit comme ça et comme ça». À partir de ce moment-là, ça m'a vraiment, libérée et ça a libéré mon fils aussi. Et pas raconter tout son parcours scolaire, mais enfin, il a eu une mention bien à son bac l'an dernier et aujourd'hui, il est étudiant et il est très heureux. Juste, j'ai été pendant toutes ces années-là son roc et je n'ai cessé de lui dire que c'était un enfant intelligent,
talentueux, que l'expression de son talent n'était pas nécessairement celui qu'on attendait à l'école. J'ai insisté pour qu'il ait son bac, il a beaucoup travaillé et il l'a eu. Il a eu 18 au bac en français pour un dyslexique, c'est pas mal. Ça lui a sans doute coûté beaucoup plus de travail que les autres. Ce qui fait aussi des enfants qui deviennent des adultes extrêmement résilients, avec beaucoup de volonté. Et c'est un exemple pour dire aux parents, vraiment, votre enfant, ne lui demandez pas d'être ce qu'il n'est pas. Il va falloir qu'il fasse des efforts pour se soumettre à l'école jusqu'au bac, si vous voulez qu'il fasse des études. Après, on peut être très heureux avec un CAP. Je connais plein de gens qui ont des CAP et qui ont des carrières formidables et qui sont très heureux. Donc l'étude n'est pas non plus le Graal. Mais s'ils veulent passer par cette voie-là, il faut qu'ils s'accrochent plus que les autres, qu'ils fournissent plus de travail que les autres, parce que l'école n'est pas tendre avec ces enfants-là, même une fois que le diagnostic est fait, parce que l'école inclusive, on est quand même vraiment loin du compte. Mais qu'ensuite, ces enfants, ils ont des parcours de vie avec ce handicap, parce qu'ils sont mis en situation handicapante par l'école, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est facile. Ils sont en situation handicapante, vraiment. Mais avec cette situation handicapante, à un moment, ils sortent de l'école, ils gardent leur TDAH. Il ne faut pas croire que l'école, c'est l'alpha et l'oméga du TDAH. La personne avec un TDAH, quand elle est sortie de l'école, elle reste avec son TDAH. Comme la personne dyslexique, en sortant de l'école, elle est toujours aussi dyslexique. Ça ne change pas. Mais on est moins dans la vie sociétale, quand même un peu moins dans un cadre contraint que l'école, mais les cadres, ils continuent. Donc il faut accompagner ces enfants-là à apprendre à vivre avec leurs spécificités, qui sont des spécificités qui rendent leur vie handicapante. C'est vrai. Faut pas. J'aime pas bien qu'on dit oui, c'est une chance finalement avoir. Non, c'est pas une chance. La chance, c'est qu'on est vraiment dans la norme, parce que votre vie, elle est plus simple. Ensuite, ne pas être dans la norme, ça produit des êtres qui sont des êtres assez exceptionnels, parce que justement, le fait de ne pas être dans la norme, ça les oblige à créer leur voie. Est-ce que vous diriez qu'il y a un marché finalement de psy en psy, un marché du TDAH, un marché Ah oui. 10? Vous savez, c'est comme ce jeu-là où vous mettez des pièces et vous avez une espèce de main qui descend au milieu de jouets, voilà. Et chaque fois, vous vous dites oh, mais je mets une pièce de plus parce que je vais y arriver, parce que je le touche. Et en fait, vous avez jamais le nounours rose qui tombe dans votre main. Et en fait, c'est le propre des addictions, c'est se dire je vais y arriver. Et en fait, vous êtes dans ce truc-là en étant parent, c'est-à-dire que vous vous dites bon, là il m'a dit que je dois aller voir le psy machin, voilà. le peut, je vais y aller parce que peut-être qu'il va trouver une solution et la lumière va sortir au bout d'un moment. Et donc qu'est-ce que vous dites aux parents d'enfants neuroatypiques? Vous dites alors aujourd'hui aller directement dans un cercle médical. Ouais. Ce qu'il faut vraiment dire aux parents, c'est que dans le cas du TDAH et de l'autisme, il faut vraiment que le diagnostic, ce soit un diagnostic qui soit posé par un certain nombre de médecins. Et que, en fait, ces médecins, il faut qu'ils se voient autour du cas d'un enfant et qu'ils se parlent. Une équipe. Une équipe. Quand je suis arrivée à Robert Debré, j'avais un dossier large comme ça, avec tous les tests et autres qu'avait fait mon fils. Et là, le professeur Delorme le prend, le pose, il dit, écoutez, vous savez quoi, on va tout refaire. Alors, c'est pas pour le plaisir de tout refaire, c'est pas pour ce que ça coûte quasiment rien à l'hôpital public de faire des tests. Mais c'est juste pour dire que, en fait, ça sert à rien de faire des 1000 feuilles de tests. En fait, à un moment, il faut que l'équipe connaisse l'enfant, voit quels sont ses besoins, quelles sont ses forces, et se pose et dise voilà, ce gamin, il a ça, 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 qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et ça, c'est de l'étude clinique, et ça veut dire qu'il y a une équipe clinique derrière ça. Et vous avez décidé, après avoir vécu cette expérience, après avoir suivi sa scolarité et son développement, de lancer il y a 2 ans. Alors, c'est comme un bébé, j'imagine que oui, ça prend un peu de temps. Voilà, en fait, moi, l'idée est vraiment venue dans le taxi en sortant. Et je me suis dit, j'ai tout fait à l'envers. Et c'est vachement violent, je trouve, pour une mère. En plus, nous, on est journalistes, donc on est censé quand même avoir une petite capacité à traiter l'information. J'ai été très mal là après ce diagnostic, non pas parce qu'il avait un TDAH, j'étais très mal de ma propre capacité, ma cécité à la réalité de ce que vivait mon fils. Quand Delorme lui a dit tu es un petit héros, c'était un petit héros. Le matin, on se levait, il était à l'école bilingue active quand il a commencé sa scolarité. On mettait le réveil à 5h30 le matin pour revoir les leçons. Et quand je vois ça après, je me dis mais tu as réveillé ton gamin Céline à 5h30 pour apprendre des leçons. Enfin, c'est pas bien, quoi. Là, tu deviens une mère, tu deviens une mauvaise mère. Cet enfant, tu aurais dû dire tout de suite, stop, tu n'y arrives pas, tu travailles, je vois que tu travailles, je vois que tu donnes beaucoup, et qu'on n'y arrive pas, on va cesser tout de suite. Et donc dans le taxi, vous êtes dit, et dans le je vais taxi, lancer. je me suis dit, en fait, on prend
le sujet de la neuroatypie du mauvais côté. Moi, en tant que mère, j'ai envie d'avoir des solutions claires, nettes, précises. Le premier portrait qu'on ait fait dans le numéro 1, c'était Glenn Vielle, qui est très dyslexique. J'ai envie d'avoir une image de chef dyslexique pour dire à mon gamin, regarde, tu vois, Glenn Vielle, il est beau gosse, c'est une star de la télé, il a une Porsche et il est dyslexique. Et je me dis que c'est extrêmement bon pour les enfants d'avoir des exemples, des rôles modèles, non pas pour dire, ben voilà, il est dyslexique, il a le prix Nobel de littérature, c'est pas ça. Mais dire, en fait, avec cette spécificité, ça t'empêche pas de faire plein de trucs. Alors, tu seras pas agrégé de lettres, on est d'accord. Bon, mais en fait, il y a plein d'autres voies dans la vie. Je vois parfois passer des gens, j'ai 40 ans et j'ai détecté un TDAH. Comment est-ce qu'on peut vivre avec un TDAH sans être détecté? Alors, il y a 2 sujets. Il y a le sujet des femmes et le sujet des hommes. Le sujet des femmes, quand vous voyez les profils des enfants TDAH, il y a beaucoup plus de garçons. En fait, il y a pas plus de garçons TDAH que de filles. Juste les filles ont plus tendance à se conformer à ce qu'on leur demande scolairement. Comme ça, c'est social. Alors ça va peut-être pas durer pendant encore des années, mais jusqu'ici, c'était le cas. Et donc après, je pense qu'il y a aussi une question d'hormones qui fait que les garçons, ils bougent plus, voilà. Mais bon, je dis ça, j'en sais rien en fait. C'est peut-être pas médical ce que je dis. Mais en fait, les femmes ont beaucoup plus tendance à masquer ça que les hommes. En tout cas, elles le font plus. Concernant le TDAH, une fois de plus, c'est un diagnostic qui était quasiment inexistant en France il y a 15 ans, vraiment. Donc, des tas de gens, de générations de gens de notre âge, enfin moi, la première fois que j'ai entendu parler de TDAH, c'est avec mon fils, hein, j'avais déjà plus de 30 ans, j'avais 35 ans. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Donc, c'était un diagnostic qui était tellement pas fréquent, pas suivi, pas fait en France, que toute une génération de gens qui sont adultes aujourd'hui ont vécu avec leur TDAH et souvent se font diagnostiquer parce que leurs enfants sont diagnostiqués. Parce que, une fois de plus, ce sont des troubles qui sont en général des troubles croisés, c'est-à-dire que vous avez un trouble et vous avez 50% de risque d'avoir un autre trouble. Ça veut dire que vous avez en général, dans la moitié des cas, 2 troubles. Et par ailleurs, qui sont très héritables. Donc, quand un parent voit le diagnostic de son enfant et se dit: «En fait, j'étais juste comme lui quand j'étais gamin», et qui se fait diagnostiquer et qu'il est effectivement diagnostiqué, ça guérit pas de son TDAH. De toute façon, on ne guérit pas d'un TDAH, on apprend à vivre avec. Mais ça fait aussi, et c'est pareil avec le diagnostic d'autisme, il y a beaucoup de diagnostics d'autisme aujourd'hui qui se font adultes, ça permet à l'adulte de relire sa vie et de souvent se libérer d'un sentiment diffus d'échec et de responsabilité. On revient toujours à l'idée de la responsabilité parce que quand votre mère est plus responsable de vous, c'est vous qui êtes responsable de vous. Et il y a beaucoup d'exemples, on a fait un article dans Zèbre là-dessus, d'adultes qui ont vraiment eu de grosses difficultés scolaires ou des difficultés dans leur couple aussi, et qui relisent ça a posteriori avec ce diagnostic. Le diagnostic, je pense, les aurait aidés à pas faire un certain nombre d'erreurs. Parce que quand vous avez la connaissance de comment vous fonctionnez, il y a le moment où le chiffon rouge commence à apparaître devant vous, se dire: «Oh là là, là je vais sur une route que je ne devrais pas prendre en couple ou dans mon travail». Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui font ce diagnostic. Une fois de plus, ça refait pas leur vie, ça les change pas, mais ça leur permet sans doute, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas moi quand j'ai fait cet article, j'ai rencontré beaucoup d'adultes qui s'acceptent mieux et ont moins de culpabilité sur ce qu'a été leur vie avant, leurs échecs, scolaires, sentimentaux, en sachant comment ils fonctionnent. Est-ce que vous pensez qu'il y a une surmédication des TDAH Non, en il y a une France? il y a une sous-médication. En France, le diagnostic est parfois suivi, mais pas toujours, de prescription de Ritaline. La prescription, elle est extrêmement encadrée, elle est pas systématique. Quand elle est faite au millimètre près. C'est-à-dire que parfois c'est 3 mois pour vraiment, le neuropsychiatre téléphone quasiment tous les gamins, le jour au gamin: «Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que machin?» Prend, son poids, est-ce qu'il grossit? Est-ce qu'on donc c'est extrêmement millimétré. Parfois, il y a des échecs, ça marche pas, on arrête. Parfois, ça marche formidablement bien pour des tas d'enfants et surtout, quand j'entends dire: «Oui, les parents font ça pour se débarrasser de leurs enfants», comment vous dire, les amis? Vu la difficulté de diagnostic, la difficulté, de tout ce que portent les parents et notamment les mères, autour du travail avec les enseignants pour que son gamin soit vraiment encadré dans une école inclusive pour lui laisser une chance. Et on voit quand l'école est inclusive,
la chance, elle est là. Il y a des enfants qui ont TDA et un 10 comme le mien, qui ont le bac avec mention bien, vous voyez? Donc c'est possible. Mais ça a été beaucoup de travail et de pouvoir de conviction quotidien. Il faut toujours remettre, toujours y aller, réexpliquer. Le prof dit oui, oui, puis en fait, le trimestre d'après, on se rend compte qu'il a oublié. Donc, c'est un engagement de tous les instants pour les parents. Il faut être un rock pour ces enfants-là. Et quand on entend, oui, enfin, les parents font ça pour se débarrasser des enfants, mais enfin, arrêtez, quoi. C'est comme dire à un parent qui a, je sais pas, un enfant en fauteuil roulant, ah, c'est bien pratique, hein, d'avoir un fauteuil roulant. Vous avez pu à le porter. La réalité, c'est que la Ritaline aide beaucoup de gens, d'adultes aussi, parce qu'il y a des adultes qui sont sous Ritaline et que ça aide vraiment. D'ailleurs, dans le numéro précédent, on avait une interview d'Olivier Véran, qui a un TDAH, qui a testé la Ritaline, qui était ministre, que ça aide à vivre. Voilà, ça aide à vivre. Et puis parfois, ça fonctionne pas. Voilà, et donc il y a des gens qui sont pas sous Ritaline, mais il faut juste savoir que cette prescription-là, elle est faite par un médecin hospitalier, un neuropsychiatre. Donc, vous avez C'est quand même extrêmement encadré. c'est extrêmement encadré, vous avez l'impression que vous êtes un dealer quasiment, quoi. Donc, c'est pas du tout un truc qu'on prend en disant à son gamin: «Tiens, prends ta Ritaline, assois-toi là, mets-toi devant ton jeu vidéo». C'est pas du tout ça, vraiment. Vous évoquiez Rose Magazine, le magazine que vous avez lancé en 2011 et qui va donc fêter ses 15 ans. Quel regard vous portez sur ces 15 années de Rose Magazine et d'accompagnement des femmes, grâce à ce magazine, des femmes qui ont un cancer? Ah ça a été une expérience incroyable parce que j'ai décidé de lancer ce magazine et cette association qui s'appelle Rose Up, qui est aujourd'hui la première association de femmes malades de cancer en France. Parce que comme pour Zèbre, hein, je me rendais compte de la difficulté d'avoir des informations sur ma vie de femme malade de cancer et j'ai vraiment voulu m'engager là-dedans. Et en fait, portée, j'ai été portée par l'enthousiasme de toutes ces femmes qui m'ont fait confiance au fil des ans, des femmes malades de cancer et qui nous faisaient confiance. Et avec Rose, on a porté plein d'aventures. Donc, il y a l'association, le magazine, les maisons d'accueil des femmes aujourd'hui. Il y a surtout une loi il y a 10 ans aujourd'hui, qui est la loi sur le droit à l'oubli pour les malades de cancer, qui est une loi qu'on a inventée, qu'on a créée, qu'on a fait Que vous avez porté? qu'on a porté, c'est vraiment mon bébé. Je me revois encore quand j'ai eu cette idée folle de dire: «Mais finalement, en fait, pour pas surpayer les assurances, il faut pas que les assureurs sachent qu'on a eu un cancer. À un moment, on doit avoir droit à l'oubli». Ça veut dire droit à dire: «Non, j'ai pas été malade si on vous pose la question». On efface l'ardoise, voilà. Et entre le moment où l'idée est venue et le moment où ça fait 8 ans, où la première loi à Touraine, puis la loi Lemoine quelques années après est passée, ça a été beaucoup de travail d'influence, de lobbying, d'écriture de la loi, de fabrique de la loi. Ça a été passionnant, mais surtout, on a changé vraiment, profondément et durablement la vie de centaines de milliers de malades de cancer qui, avant, ne pouvaient pas emprunter un sou de leur existence. On parle des jeunes malades, hein. Avant, vous deviez dire à l'assurance pendant 20 ans que vous aviez un cancer. Donc ça veut dire pendant 20 ans, vous aviez des surprimes assurantielles de 200 ou 300%. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas emprunter d'argent. Pas emprunter d'argent, ça veut dire pas pouvoir acheter d'appartement, pas pouvoir fonder d'entreprise. Enfin, c'est énorme. Donc aujourd'hui, cette limite a été passée à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous pouvez emprunter comme tout un chacun. Et cette loi qu'on a fait franco-française au début, en fait, c'est devenu une loi européenne. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe, et au Canada aussi aujourd'hui, il y a une loi sur le droit à l'oubli. Ça veut dire que ce n'est pas des dizaines de milliers, c'est-à-dire que c'est des centaines de milliers de malades de cancer qui, grâce à cette loi rose, aujourd'hui, peuvent emprunter de l'argent. Certains le savent. Moi, il m'arrive souvent d'être à des dîners où je vois des jeunes femmes, enfin des femmes qui sont jeunes de 40 ans, qui me disent « Mais vous êtes Céline de Rose ?» Merci. Et alors, ils me font la bise. En général, je sais que ce sont des anciennes malades qui savent d'où sort la loi. Cette loi, elle a ouvert la porte à une meilleure prise en compte de l'assurabilité de tas d'autres gens qui ont des maladies chroniques. Je pense aux malades de HIV, par exemple, et un certain nombre d'autres maladies qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus assurables qu'avant. Donc, on a mis avec Rose un pied dans la porte de l'assurabilité et cette porte, elle est en train de s'entrouvrir pour plein de gens. Et ça, c'est fabuleux parce que l'assurance, quand même, l'idée de l'assurance, c'est la mutualisation. C'est l'idée de base. Donc, on a contraint l'assurance et la banque assurance, parce qu'ils n'étaient vraiment pas pour ça, a été vraiment des batailles extrêmement pugnaces, il faut le dire. C'est parfois violent dans les termes. Moi, je me souviendrai toute ma vie, on avait un rendez-vous au ministère de la Santé autour d'une convention, et il y avait des médecins, des assurances,
les représentants du ministère de la Santé, de Bercy, enfin voilà, il y avait des hommes d'ailleurs, à part moi quasiment. Et le représentant des assurances me regarde, et il savait qu'on était déjà en train de porter cette loi sur le droit à l'oubli. Il me regarde et il me dit, «Vous savez madame, dans la vie, on finit toujours par mourir de son cancer. C'est une question de temps». Et là, bon, c'était extrêmement violent. Moi, j'avais encore les petits cheveux qui repoussaient. Tout le monde savait très bien que je sortais d'un cancer. Donc c'était fait pour me faire douter. Alors, là, il est vraiment mal tombé. Pas tombé sur la bonne cliente. Mais ce qui m'a beaucoup choquée, c'est le silence de mort qu'il y a eu autour de cette table. Pourtant, il y avait des médecins de l'INCa, des médecins du ministère de la Santé. En fait, personne lui a dit: «Mais non, c'est pas la vérité. Aujourd'hui, on guérit du cancer». Et c'est là où je me suis dit: «Ouh là, ça va être dur». Et si on défend pas les droits des gens, si on défend pas les droits des malades, personne ne les défendra pour nous. Et en général, quand on défend pas les droits des femmes, ils disparaissent. Toujours, c'est l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup Céline. On va passer à une autre partie de notre entretien, si vous le voulez bien, qui sont des questions un peu plus rapides et des réponses un peu plus rapides. Si vous deviez résumer d'un mot votre engagement, Passionnée. quand vous êtes-vous senti le plus utile? Quand j'ai pris une semaine d'arrêt de travail pour faire réviser le bac français à mon fils Ulysse. Et quel est votre prochain rêve? Je suis actuellement sur l'écriture d'un nouveau livre qui va s'appeler Veuve, l'angle mort de la violence faite aux femmes, qui est une lecture, on va dire, historique, sociologique et aussi dans l'actualité, de l'injonction qui est faite aux femmes veuves de disparaître dans la reproduction du capital, parce qu'il y a vraiment une lecture capitalistique de ce que doit être ou pas la veuve, et aussi sociale. Voilà. Donc je suis en train de travailler dessus. Pas tout à fait fini, même pas fini du tout, parce que je commence, mais je pense que ça va être très intéressant. Merci beaucoup Céline Lisraoult. Je rappelle que vous êtes journaliste, fondatrice de plusieurs magazines, dont le dernier, Zèbre et compagnie, qui est un magazine sur la neurodiversité. Merci Céline. Merci.